Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du BHV. Shein quitte l'institution, la Société des grands magasins, la SGM, qui exploitait le BHV Marais depuis 2023, a annoncé céder les fonds de commerce à l'actuelle équipe dirigeante du grand magasin parisien. Alors est-ce qu'on peut encore sauver le BHV? Comment le faire? C'est la question que nous allons nous poser dans un instant. En culture, on parlera de photographie avec une exposition inédite présentée à la Maison européenne de la photographie. Et enfin de l'histoire, on s'intéressera à la naissance de l'Institut Pasteur, bien loin du 15e arrondissement de Paris où il se trouve actuellement. On en parle en fin d'émission. C'est une actualité qui réjouira beaucoup d'acteurs de la mode française et éthique. Shein quitte le BHV. Alors pour en parler en plateau avec moi aujourd'hui, Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président CPME Paris et Cercle de réflexion Étienne Marcel. Merci beaucoup d'être avec nous. Anthony Vittorino, vous êtes rédacteur en chef magazine Fait en France. Et Yann Rivoilin, vous êtes président Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci beaucoup à tous les trois d'être en plateau. Alors une première question un petit peu générale, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de la fin du partenariat entre Shein et le BHV ? Plutôt bien, pour ma part. Plutôt bien, c'est ce qu'on demandait. On demandait à ce qu'ils ne s'installent pas. Maintenant qu'ils partent, on ne va pas non plus s'attrister. Mais ça vous a surpris ou il y avait déjà des bruits de couloir, vous vous y attendiez? Il y avait des bruits de couloir et les résultats, on ne peut pas dire qu'ils étaient très flamboyants. C'est vrai que c'était très vite. Quand on se rendait au BHV ces derniers mois, c'était pas très riant. Alors pour donner un chiffre, c'est très simple. C'est qu'à l'origine, les équipes du BHV attendaient une rentabilité de 25 € du mètre carré. Ils avaient 27 centimes du mètre carré de rentabilité. Donc quand on est à ces chiffres aussi catastrophiques, normalement, c'est même pas une semaine de business qu'on fait, on arrête tout de suite. Voire même quand le premier jour de la sortie, il y a des poupées pédocriminelles qui sont vendues sur Shein, on ne lance rien. Donc le fait que ça soit arrêté, en soi, ça paraît logique, mais il faut le remettre en perspective. Et tu l'as très bien dit, si Shein est arrivé, ça aurait été catastrophique, à la fois pour Paris, pour la mode, et voire même pour toute notre économie. Et donc c'est une très grande victoire qu'on a vécue. Donc c'est rassurant de se dire que Shein n'a pas trouvé son public, ou en même temps ça peut dire que Shein n'a pas trouvé son public à Paris, en même temps on sait que beaucoup de gens continuent. C'est une victoire à la Pyrrhus parce que c'est Paris qui aujourd'hui se sépare de Shein. Ça ne veut pas dire que les autres magasins BHV de région vont quitter Shein tout de suite, c'est pas ce qui est annoncé. Et puis ça ne veut pas dire que ce beau magasin emblématique du BHV qui reste quand même une âme de Paris avec son histoire et qui avait perdu sa lumière puisqu'il était vide à part des rayons. On peut se regretter que cette double échec, à la fois d'avoir fait revenir la fast fashion à Paris est un échec, et puis aussi avoir creusé un déficit supplémentaire dans un magasin emblématique que les Parisiens et les Franciliens aiment, et qui reste quand même en face de la mairie de Paris, peut-être un beau bâtiment qui mérite d'avoir un blason autre. C'est ça, en tous les cas, pour nous, la préoccupation. Rue de Rivoli, à cet endroit, avec l'ensemble de cet espace, ça peut être un superbe navire amiral de la mode, du Made in France, du patriotisme économique et aussi de la valorisation de nos métiers et de nos savoir-faire. Alors, on va y revenir justement sur comment sauver un peu cette institution, parce qu'avant que Shein s'installe, il y avait déjà des gros problèmes quand même dans le BHV. Et au-delà de l'échec de Shein, est-ce que c'est pas aussi l'échec de Frédéric Merlin, qui a été souvent contesté dans la forme comme dans le fond? Est-ce que c'est pas son échec aussi? Et l'échec d'une certaine communication? Et d'un entêtement, je pense surtout, parce que les œillères ont été énormes. À la fois, il y avait une contestation populaire, en tout cas, du moins, on va dire, responsable des acteurs qui disaient « mais c'est quand même le monde à l'envers ». L'affluence, elle a été là que le premier jour, et comme le disait Yann très justement, à un moment donné, quand il y a un échec qui est commercial, on ne s'entête pas à ce point. Donc forcément, ça pose des questions sur quels sont les intérêts derrière et quels sont les bénéfices à cet endettement. Et justement, comment est-ce qu'on sauve le BHV maintenant? Parce qu'on a fait un petit état des lieux, Shein est parti, c'est super. Je vais compléter. En fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut être aussi nul? Parce que sinon, mais je parle entre entrepreneurs, hein, je suis entrepreneur, tous les jours je prends des risques, etc. Mais il faut reprendre les phrases de Frédéric Merlin, par exemple, quand il pense à C'est à vous le jour de l'annonce. Il dit voilà, vous n'avez rien compris, on va faire du trafic, on va en faire un lieu populaire, tout va marcher, etc. Ça va permettre aux gens d'aller au BHV, apporter un nouveau public. On pose les cartes sur table. En fait, c'est quoi l'état? C'est que ce mec, doit des millions à toutes les marques. Et il les étrangle en disant on va vous rembourser un jour, et finalement il leur ment en disant non seulement je ne vais pas vous rembourser, mais en plus je vais travailler avec Shein. Donc déjà il y a quelqu'un d'une transparence, d'une non-transparence plutôt, en fait c'est absolument totalement nul de faire ça. Deux, il dit voilà, je vais travailler avec une boîte qui n'est que sur internet, ça va faire un trafic de dingue et ça fait zéro.
Donc là aussi, il est complètement nul. 3, il est nul dans son choix de produit parce que tous les gens qui ont pu y aller ont pu voir que c'était toujours plus cher au sein du magasin que sur Internet, donc personne n'achète. Donc comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais que Frédéric Merlin? Et donc la vraie question à se poser, c'est quand on est aussi mauvais, comment est-ce qu'on a fait croire qu'on était à ce niveau-là de richesse, de puissance, de centres commerciaux? Là, je vous pose la question. La question, c'est que cet homme a travaillé un aura spécifique, justement, sur sa capacité à pouvoir réussir. Et à un moment, le roi est nu. Et désormais, l'homme est totalement à poil, où il continue sur ses réseaux sociaux à montrer qu'il va partout, dans tous les endroits, en fait, qu'il crame un argent dingue. Or, derrière, il doit toujours des dizaines de millions avec le BHV. Il a réagi quand même en disant, à 34 ans, en gros, on ne peut pas tout savoir. Alors, on peut ne pas tout savoir, et j'avoue même, et je vous avoue, à 52 ans, non plus, on ne sait pas tout. Mais, n'empêche, quand on doit autant de millions et qu'on a autant menti toutes les semaines de l'année, enfin, désormais, on doit partir, mais on doit faire partir tous les gens qui bossaient avec lui. Et donc, toute l'équipe qui a repris, ce ne sont que des pantins, voire des dirigeants de fait. Et donc ça sera plutôt la justice qui le dira dans quelques temps. Et c'est tous ces gens-là qu'il faut en effet virer pour espérer peut-être que le BHV puisse repartir. Donc là, il faut faire une refonte totale de l'équipe, de tout le BHV. Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. C'est un problème de direction interne. Ce que je vois, c'est que cette direction a creusé un déficit financier. Elle a mis aussi dans le dialogue social et dans l'entreprise un mal-être vis-à-vis des collaborateurs. Il suffit de voir les articles de presse. Elle a aussi été dans le mur. Parce que comment un entrepreneur peut penser qu'en vendant plus cher en boutique que l'on vend en Internet, par le web, on arrive à drainer une population. Il y a bien aussi ce que j'appelle un problème d'analyse. Ça a été dit, moi je ne veux pas rajouter de l'eau au moulin de cet échec fracturant. Quand on s'isole et quand on pense avoir raison contre tout le monde, ce n'est pas possible non plus. Et puis il y a une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui n'achètent pas des vêtements en France. On a 3 600 000 pièces qui sont vendues en France par an de vêtements. 3 600 000. Vous vous rendez compte ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a quasiment... C'est quel type de vêtements? 3 milliards. Quel type? Parce que 3 millions, ça me semble... 3 milliards, ça veut dire 10 millions de vêtements qui sont vendus par jour. Et que ce soit de l'habillement, des chaussures, du linge de maison. Donc ces phénomènes-là, ça veut dire que l'avenir de l'habillement en France existe. Encore faut-il que les supports soient là. Mais là, il y a eu un capitaine d'industrie qui est allé contre les institutions, qui est allé contre les fédérations, qui est allé, fédération de l'habillement et autres, qui est allé contre les artisans et même, le plus grave, qui est allé contre les consommateurs en disant « venez chez moi, mais venez chez moi acheter plus cher que vous pouvez le trouver en ligne ». C'est pas possible. Oui et non, parce que, pardon, je vous fais la transition tout de suite, mais techniquement, les problèmes avec les plateformes comme Shein, au-delà des problèmes économiques, certains vous diront, oui, mais on ne peut pas essayer, on prend un risque. Bon, de toute façon, c'est 3 € le t-shirt, 2 € la paire de chaussures. La moyenne des vêtements, c'est, alors je parle sous le contrôle de mes amis qui sont plus outillés que moi-même, c'est environ 8,30 € le prix moyen, on est bien d'accord, du vêtement. Mais quand on s'oppose aussi aux banquiers, la Caisse des dépôts a retiré ses soutiens financiers, quand vous opposez à l'ensemble du monde, vous ne pouvez pas redresser un magasin, c'est-à-dire un établissement qui déjà était en déficit d'image et de structurel. Aujourd'hui, il suffit d'aller, je ne sais pas si vous êtes allé au BHV, vous avez des rayons vides, vous avez effectivement... C'est triste quand même, ce magasin sur lequel on aimait aller se promener, qui était même à un moment une occasion de sortie le samedi et voir le dimanche quand c'était ouvert pour la fin de l'année. C'est vraiment une désolation. Ça ne veut pas dire, mais là, c'est eux, les professionnels, qui vont demain le réachalander, qui vont donner confiance, qu'il ne faut ne pas faire en sorte que ce beau magasin ne soit pas demain la vitrine du Made in France et du savoir-faire français. Alors justement, Anthony Venturino, est-ce que ça doit être la vitrine du Made in France et du savoir-faire français? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit imposer un quota de marques Made in France, par exemple? Et en même temps, est-ce qu'il y a un public pour? Parce qu'on sait que le Made in France coûte beaucoup plus cher. Alors, je serais mal placé pour dire si ça doit être 100% fabriqué en France. Après, je sais que ça reste un lieu de l'art de vivre à la française, que c'est une vitrine de la France, que ce soit pour les Français, mais aussi pour les touristes. Mais si on voit aussi les choses d'un point de vue positif, l'arrivée de Shein au BHV n'a fait que concrétiser, matérialiser, démontrer ce qu'on répète depuis des années, c'est que des vêtements à ces prix-là vendus sur Internet, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et là, le retail, la vente physique, a été la démonstration en force que ce n'est pas possible.
Et peut-être que là, le consommateur a compris quelque chose aussi, c'est que quand on achète à ces bas prix sur Internet, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est défavorisé et qu'on en paye le coût. Ça, c'est le premier point. Le BHV, son âme, c'est quand même... On fête cette année les 170 ans de ce bâtiment. Triste anniversaire là, pour le BHV aujourd'hui. Triste, mais en même temps, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a vécu. Il a connu Paris sous l'occupation, il a connu des heures noires. Moi, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir pour ce bâtiment et de me dire qu'on peut réinventer des choses dessus et qu'il peut être une vitrine de notre art de vivre, de notre manière de consommer. Le BHV, historiquement, c'est quoi? C'était le bricolage, c'était la maison. Vous vouliez un matelas, vous alliez au BHV. C'était là où on faisait s'équiper avec des bons et beaux produits. Redonnons cette vie-là. Réane Rivoila, j'aimerais vous faire réagir et répondre à cette question. Est-ce que les anciennes françaises peuvent rivaliser face au fast fashion, à l'essor de toutes ces ventes en ligne? Parce qu'on sait qu'une boutique physique, encore plus à Paris, avec toutes les charges qu'on a, ça coûte extrêmement cher. J'aimerais vous faire réagir à ce que disait Marie-Lise Housseau, qui est sénatrice du Tarn en janvier dernier. Écoutez, on commente juste après. Moi, je suis catastrophée par l'ampleur de ce qui nous attend et je suis franchement persuadée que ces plateformes vont continuer à grossir, à se développer parce qu'elles ont une force de frappe incroyable et qu'on va avoir beaucoup de mal à résister. Moi, personnellement, j'espère vraiment qu'on va trouver des moyens pour limiter cette emprise, parce que sinon, c'est toute notre industrie textile et même les autres industries qui vont disparaître. Comment empêcher que les autres industries, et principalement l'industrie textile, disparaissent face à ce phénomène? Pour compléter le propos de Madame la sénatrice, il y a plusieurs actions qui ont été lancées. La première, qui n'a pas marché, la taxe petit colis, qui a été détournée par Chine et par toutes les autres plateformes, à travers à la fois des tournements d'avions qui partent maintenant en Belgique et aux Pays-Bas, et bien sûr un entrepôt qui va arriver aussi en Pologne et qui évitera de payer la taxe européenne. Deux autres actions sont efficaces. Il y a une première action qui est la loi anti-fast fashion, qui n'est pas encore votée, mais elle est dans une direction où possiblement il n'y aura plus de publicité possible pour des acteurs comme Chine. Alors des publicités où? Partout? C'est-à-dire plus dans la rue, mais par exemple sur YouTube, non plus. Elles sont bloquées aussi? Oui, exactement. Nulle part, d'accord. Et donc si on arrive à réussir ce combat, en effet, là, on tue en partie ces plateformes. Il y a une deuxième action qui s'est faite avec un procès contre Chine qui a été fait par près de 122 marques. Là aussi, un préjudice qui sera historique, si évidemment il y a victoire. Et là aussi, on va tuer en partie cette plateforme. Et enfin, la capacité à pouvoir activer auprès de la population une autre vision de la consommation. Et c'est là où je vais revenir justement sur les différents BHV et les actions à mettre en place. Parce qu'il y a BHV à BHV. Il y a BHV à Paris. Et en fin de compte, il y a beaucoup de projets au BHV à Paris qui peuvent fonctionner. Il y a bien sûr le projet d'hôtel, par exemple, dont on a entendu parler, qui n'est plus le même BHV. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est ce qui s'est passé à la Samaritaine. Ça marche plutôt bien. Et donc le but, évidemment, c'est de développer la mode, de développer le Made in France, mais aussi de développer le tourisme. Un hôtel peut être peut-être une solution. Si ce n'est pas une solution, sachons qu'on peut aussi créer quelque chose de différent, et c'est par exemple un travail avec des influenceurs, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont une vraie capacité à pouvoir drainer un trafic qui va être différent. Je prends des marques comme Almé, par exemple, qui habillent des femmes qui sont plus fortes. Et bien, avec cette marque, il y a une vraie population qui a du mal à trouver des produits. On peut créer de l'événementiel, et des marques qui sont capables de créer cet événementiel, c'est clairement possible. Je l'entends, et je connais cette marque, c'est une très jolie marque en effet, qui est beaucoup plus inclusive. En revanche, et c'est un des arguments en faveur de Chine qu'on entendait beaucoup, les gens disaient c'est très joli Almé, mais c'est plus cher. Nous, justement, quand on ne fait pas une taille 34, une taille 36, une taille 38, bah on va sur Chine parce qu'il y a nos tailles et que c'est moins cher. Alors, c'est là où il faut, en effet, séparer le type de population. Il y a 60% de la population française qui ne peut plus épargner que quelques dizaines d'euros par mois. Il y a 40% de la population française qui peut encore épargner, voire même les derniers 10%, en fait, qui peut largement consommer, en fait, extrêmement cher. Mais je ne pense pas que ce soit ces 10% qui achètent sur Chine. Eh bien, détrompez-vous, justement. Ah oui, tout le monde achète sur Chine. Et surtout, les gens qui n'ont pas d'argent achètent beaucoup trop sur Chine, où normalement ils ne devraient acheter que 200 € par mois. En fait, sur Chine, ils dépensent 400 € par an. Au lieu de dépenser 200 € par an, ils dépensent 400 €. Donc les gens qui n'ont pas d'argent, en fait, s'appauvrissent en achetant sur Chine. Et deux, est-ce qu'il vaut mieux avoir un t-shirt avec les températures qu'on a en ce moment, un t-shirt de 3 € qu'on va porter à peine 2 heures parce qu'après on pue, et qu'on va jeter après 3 utilisations, qu'un produit de qualité, certes qui va coûter plus cher, mais qu'on va garder pendant 5 ans.
En fait, ce calcul du pouvoir d'achat, il est directement dans la poche des Français s'ils savent bien consommer. Et donc, de ce fait, l'affichage environnemental, qui a été lancé par exemple il y a 1 an, permet de mieux comprendre les produits à acheter et donc, à terme, d'avoir aussi des économies grâce à la capacité de mieux acheter. Mais là, c'est un projet qui est quand même ambitieux et à long terme. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut expliquer, qu'il faut apprendre à mieux consommer. Je pense que quand le 15 du mois, on n'a plus d'argent pour aller s'acheter ou nourrir ses enfants, qu'on ne sait pas s'il y a un problème chez le dentiste, et qu'on voit un t-shirt à 2 €, eh ben, ça nous fait plaisir. Je pense qu'on peut comprendre ça et comment on fait et on conjugue avec ça. En fait, la seule façon est de ne pas de dire, en fait, et de ne pas permettre aux gens en fait, d'aller acheter ce type de produit. Le problème, je finis juste mon propos, si on va chez Kiabi ou si on va acheter en seconde main, on a un produit qui est au même prix, mais de bien meilleure qualité, avec une empreinte écologique beaucoup plus faible. Après, en seconde main, si on achète des marques de fast fashion, en fait, ça revient à la même chose c'est très rare les marques de fast fashion en seconde main. Mais quand vous achetez 10 t-shirts à 2 €, ça fait 20 €. Il suffit d'acheter un t-shirt à 18 €, qui est fabriqué en France par les marques que vous avez citées. Et là, ça va. Mais ce n'est pas comme ça que pensent les consommateurs. Oui. Il faut être aussi responsable. Moi, je ne suis pas contre le e-commerce et les plateformes parce que c'est une attente des consommateurs. Il faut juste le contrôler. Moi, je ne suis pas contre cela. C'est-à-dire le contrôler, vous voulez mettre une limite d'achat Non, mais vous avez tout simplement, on le voit bien, ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez des marques européennes. D'ailleurs, cette loi qui sera votée le 24 ou le 25 juin à l'Assemblée au Sénat, elle ne va pas contre toutes les plateformes puisqu'elle favorise les plateformes européennes. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éviter, on le voit bien, que des discounters tels Shein, qui font, je crois, 7000 produits par jour, c'est ça ? Nouvelle référence. Vous vous rendez compte ce que c'est ? 7000 nouvelles références par jour, puissent faire du dumping économique, social et, industriel en France, en supprimant des emplois, ça a été très bien dit, détournant les règles, en ne payant pas un certain nombre d'amendes, puisqu'ils ont des millions d'euros d'amende pour l'instant, ils font appel. En étant dangereux, et en tant dangereux pour la santé des Français, avec parfois des objectifs qui sont limites, puisqu'on a parlé de ces fameuses poupées pédocriminelles. Mais il y a un vrai enjeu de redynamiser notre économie, notre production de vêtements. Il y a aussi un vrai enjeu, mais ça c'est à la mairie de Paris, ne l'oublions pas, de faire en sorte d'aider et d'accompagner le commerce de proximité, notamment dans Paris-Centre. Anthony Vittorino, je vous vois surpris par cette proposition sur la mairie de Paris. Non, je ne suis pas tant surpris par la proposition. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir mettre toute la responsabilité sur les consommateurs. Je pense que les consommateurs, aujourd'hui, ils font comme ils peuvent, oui, c'est ça, avec les moyens qu'ils ont. En revanche, je suis assez las et je pense que tu dois partager ce point de vue à force d'échanger avec des sénateurs, députés, parfois ministres. Et ce sont ces personnalités politiques qui font voter les lois, qui sont supposées protéger les concitoyens français, qui disent il faut faire des choses. Mais faites-les en fait. Vous avez été élu pourquoi ? Vous avez été nommé pourquoi ? 75% des produits, quand ils sont contrôlés sur les 12 millions de colis qui arrivent chaque jour en Europe, 75% ne sont pas conformes. 46% sont dangereux. Quand on est conforme, est-ce qu'on peut être préciser ne respectent pas les normes européennes. Par exemple, sur un t-shirt, quel risque on peut avoir au-delà du risque? Vous pouvez avoir de l'allergie, vous pouvez avoir des produits chimiques, de la pétrochimie. Sur les jouets, c'est des pièces qui vont se détacher, qui peuvent étouffer un enfant. Et donc, 46% des produits sont considérés dangereux. Mais si c'est dangereux, pourquoi on peut les vendre ? Alors oui, ça favorise effectivement la concurrence déloyale parce qu'ils peuvent fabriquer n'importe comment et en plus ils ont le droit de le vendre sur le territoire. Il y a des domaines qui sont bien plus protégés. Je pense aux médicaments. Le médicament, s'il n'est pas fabriqué selon nos normes, vous ne le vendez pas en France. Mais pourquoi le vêtement ça marche ? Pourquoi l'équipement ? Pourquoi les chargeurs qui vont faire brûler des maisons, on a le droit de les vendre ? Et on entend des politiques répéter à longueur de journée, il faut. Oui, il faut. 22 millions d'euros d'amende, ça revient pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 000 euros à 50 euros. Qu'est-ce que 22 millions, ça va changer pour Shein ? Pour nous, c'est effectivement un super effet d'annonce. 22 millions, bravo le gouvernement, bravo l'État et l'Europe, tout le monde agit. Mais pour eux, c'est rien, 22 millions. Donc vous ne mettez pas la faute sur le consommateur, vous dites c'est au service public. Le consommateur, il a raison, il est malin. On lui propose un t-shirt à 2 euros. Il est malin et même il n'a pas le choix en plus. Mais non, mais... Factuellement, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un t-shirt à 50 euros. Non, mais quand il n'y avait pas de t-shirt à 2 euros, les gens n'étaient pas nus dans la rue non plus. Ah non, bien sûr, mais aujourd'hui, vous avez 7000 collections, vous avez une application qui clignote, c'est Las Vegas quand vous ouvrez votre téléphone. Allez-y, jouez, vous avez des bons de réduction. Si vous achetez pour 50 euros, payez pas la livraison et en plus on vous offre 3 pantalons. Qui n'irait pas, sincèrement ? Ils ont raison d'y aller.
Mais là où le bas blesse, c'est qu'on autorise tout ça et que ça se soit autorisé. Donc, par exemple, on a les déjà pubs sont fermé une interdites, c'est une bonne application en idée. France. C'est déjà arrivé par le passé. Là, non, on a l'impression que rien n'est possible. On va faire des lois. La loi ultra fast fashion, ça fait combien de temps, Yann, qu'elle est en discussion? Pendant ce temps-là, combien de colis on a vendus? Alors, pour être précis, elle a été votée à l'unanimité il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, il y a 1 an au Sénat. Elle est passée en commission mixte paritaire il y a quelques jours désormais. Et désormais, la prochaine étape, c'est d'avoir des décrets qui vont permettre que cette loi soit efficace et que cette loi soit effective aussi avant la prochaine présidentielle. Ce cavalier législatif qui est très long, mais la prochaine présidentielle, elle va arriver très rapidement. Est-ce que ça va être un point sur lequel vous allez être assez alerte et est-ce que les Français vont être alertes sur ce point-là? C'est de notre responsabilité, en fait, à chacun d'entre nous, d'alerter les Français. Je pense là aussi, c'est notre rôle, organisme intermédiaire, de montrer la pression, à la fois vis-à-vis du gouvernement, en fait, s'il le faut, et puis aussi dans les médias, pour montrer le danger de ne pas, à ce moment-là, être actif derrière. Le point, et je reviens en fait sur le choix aussi dans cette loi, c'est qu'on a voulu surtout ne pas punir le consommateur en lui permettant d'acheter des produits pas chers. Et on est continuellement dans cette logique. Il y a 2 points qui me paraissent aussi décisifs, qui est 1, la conservation de l'emploi, 2, la conservation de la planète. Donc la discussion ne doit pas tourner qu'autour du consommateur et de son pouvoir d'achat. On doit aussi pouvoir se dire quelles sont les mesures à mettre en place pour protéger nos emplois, pour protéger la planète. Quand on a désormais près de 500 000 emplois qui ont été détruits dans la fabrication des vêtements, on ne pourra plus jamais les retrouver. Eh bien, c'est à peu près la même quantité d'emplois qui peuvent être détruits si on continue justement le développement de ces plateformes d'ultra fast fashion, où d'ici 2030, et c'est quasiment demain, on peut avoir de 50 000 à 80 000 emplois qui peuvent être détruits à peu près, à travers des postes de vendeuses par exemple, ou de vendeurs en fait dans à peu près tous les centres commerciaux et les centres-villes. Qui sont déjà remplacés en plus par souvent beaucoup de caisses automatiques, etc. Tout à fait. Et donc le véritable projet est désormais de mettre la pression sur notre gouvernement et au sein du programme pour la future présidentielle en disant il faut protéger l'emploi, il faut protéger nos centres-villes. Et donc de ce fait, il n'y a pas qu'un choix de consommation à effectuer, il y a aussi un choix de préservation de l'emploi et quelles sont les mesures à mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a un petit peu d'espoir. Justement, quelles sont les mesures que vous préconisez autour de cette table? Est-ce qu'il faut par exemple imposer un quota de Made in France dans les grandes institutions, que sais-je? Imposer, protéger, je dirais. Protéger le fabricant en France, c'est justement le protéger de cette concurrence déloyale. Pourquoi tout le monde dit que le fabriqué en France, le Made in France, est trop cher, plus cher? Mais c'est aussi une question de volume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va acheter Made in France, plus on va produire et plus on va vendre et plus les prix vont baisser. C'est l'histoire de l'offre et de la demande. Donc si on casse cette concurrence déloyale qui arrive de très loin sur des produits qui ne sont même pas comparables et qu'on est capable de produire plus, ben vous allez vendre plus, donc produire moins cher, ce sera moins cher à l'achat, les Français pourront acheter et ça va faire un cercle vertueux où on va créer de l'emploi en France, donc des charges sociales. En tout cas, vous diront en que France. forcément les frais, par exemple, d'employés ne sont pas les mêmes en France que... Les charges patronales et sociales sont quand même plus chères en France qu'en Chine, en Inde. Le coût de la main-d'œuvre va être beaucoup plus cher. Mais on est quand même super content d'avoir une sécurité sociale, d'avoir une Mais ce n'est pas le retraite. problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est comment aujourd'hui, nous, on fait en sorte, comme vous l'avez dit, de promouvoir notre industrie de l'habillement en maintenant nos savoir-faire, en intensifiant la production dans notre territoire, parce que c'est ça, en redynamisant une économie de fabricants avec des métiers, des couseuses, etc., des tailleurs, ça existe, parce qu'il y a aussi du numérique. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer et puis faire en sorte de promouvoir notre valorisation du Made in France. Mais moi, je vais beaucoup plus loin, du Made aussi Europe, parce que nous sommes unis là-dessus. Il y a des grands groupes qui habillent Zara et Carrefour qui font des choses. Vous savez, je regardais en préparant cette émission... Mais qui ne fabriquent pas en Europe nécessairement. Mais qui ne fabriquent pas en Europe, mais avec parfois des manières éthiques. C'est quoi le panier moyen Je vois qu'il y a un point de désaccord. C'est quoi le panier moyen d'un vêtement chez Carrefour? Combien ça coûte? 13 à 16 euros. 13 à 16 euros, c'est-à-dire 4 à 5 euros de plus que la moyenne chez Chine. Est-ce que pour autant, ça a été justement, est-ce que c'est produit de manière éthique, responsable ou ça? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment nous, aujourd'hui, on protège nos savoir-faire, on fait en sorte que nos métiers soient
revalorisé. Ça ne veut pas dire que... Les deux problèmes peuvent être liés. Ça ne veut pas dire que la boutique de grand-papa, qui n'est pas avec une vitrine sur Internet, qui n'est pas en profit augmenté, a encore de l'avenir aujourd'hui. On le voit bien. C'est une autre façon de travailler. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui se lancent, regardez, dans un certain nombre de quartiers de Paris, dans les grandes villes, avec des marques, avec du Made in France, des entrepreneurs. Notre ami Guibaud, qui a quand même monté le slip français il y a quelques années, qu'on a soutenu. C'était pas tendance il y a 15 ans, quand il a pris, il a échoué, il a rebondi. Enfin, il faut quand même se souvenir, ça n'a pas été toujours très facile pour ces gens-là. Il a rebondi grâce au volume. Mais oui, c'est le volume qui a permis de faire baisser les prix. Peut-être réexpliquer l'exemple, parce que je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, cet exemple. Le slip français, il y a 15 ans, quand vous vouliez acheter un slip, il fallait compter dans 40 € à peu près. Il a réussi à descendre à 25 en ouvrant les ateliers et en produisant beaucoup de volume. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire plus on va acheter Made in France, plus on va avoir des volumes et donc faire baisser les prix. Mais Zara ne produit rien en Europe. Quand on voit parfois comment ils exploitent les personnes en Afrique, je ne suis pas convaincu que ce soit le super exemple. Si l'Europe doit être la préférence, mais que c'est au sens de l'European Act, qui comprend donc 90 pays, dont le Chili, des pays d'Amérique latine, je ne suis pas convaincu que ce soit la même Europe dont on parle. En tout cas, les parlementaires ne sont pas unis, vous le savez, on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est bien pour ça qu'il y a eu un commission mixte paritaire, on rentre dans le détail, mais qui finalement a reporté à jeudi et vendredi le vote de la loi pour éventuellement des décrets d'application à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la présidentielle, et nous on espère que ce sera les décrets d'application, parce qu'une loi votée sans décret d'application, ça ne sert à rien, peut-être en septembre, et là les professionnels et les fédérations sont très impliqués là-dessus, nos organisations patronales aussi, MEDEF-CPE, on est très engagés là-dessus, il faut que ces décrets d'application, si la loi est votée, puissent être appliqués dès septembre, avec aussi un engagement, et ça fait partie de l'économie circulaire, c'est un enjeu de réemploi, de travail, vous savez, de réparation. Cette économie circulaire fait partie des métiers aussi qui nous importent. Comment on répare ce qui est usagé et qui n'est pas à jeter, ça fait partie d'une autre façon de travailler aussi. Je suis d'accord, mais ce qui est usagé et pas jeté, finalement, ça provient d'une belle matière. C'est-à-dire qu'une belle paire de chaussures, on peut l'emmener chez le cordionnier toute sa vie. Elle ne tient toute sa vie. Une paire de chaussures qu'on achète même à 50 € dans un cuir de piètre qualité avec une semelle qui ne tient pas, on peut l'emmener chez le cordionnier. C'est du consommable. Donc c'est en ça peut-être qu'il faut quand même quand on dit éduquer le consommateur, ça paraît très paternaliste, mais il y a peut-être cette chose-là parce qu'en fait il y a trop de choix. Donc en fait forcément c'est le cadre de la loi justement. Oui. C'est-à-dire la loi donne deux critères. Le premier critère, c'est la largeur d'offre, donc le nombre de nouveaux produits qui vont, par exemple, sortir tous les jours, par exemple 6 à 7 000 dans le cas de Chine ou encore dans le cas de Temu. Et après, l'indice de réparabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va être incité ou non à réparer son produit. Sachant qu'il y a déjà des aides qui existent, c'est très méconnu, mais je crois qu'on peut avoir des aides si on apporte... pas encore vraiment utilisées. Très symbolique, mais qui existent. Et de cela, il y a en effet dans la tête du consommateur le fait de faire non pas que du Made in France, mais au fait du remade in France, c'est-à-dire à défaut d'avoir acheté un produit qui n'a pas été fabriqué en France, si je le répare, parce que je répare un trou, parce que je répare quoi que ce soit, eh bien en fait j'ai refabriqué en France et j'ai fait travailler près de 30 000 professionnels en France en refaisant justement réparer mon vêtement. C'est-à-dire, par exemple, on prend un exemple concret, on a un manteau, à votre t-shirt un trou, vous avez envie de le jeter, au lieu de le jeter, vous l'amenez justement à une personne qui va le réparer. Il y en a beaucoup en fait à Paris en fait, et dans toutes nos régions, et de ce fait il va vous réparer pour quelques euros, 5 € à peu près, et grâce à cela, vous allez pouvoir remettre votre t-shirt pendant encore de nombreux mois. Il faut que le t-shirt ait coûté plus de 5 €, parce que sinon... C'est ça justement le critère de réparabilité. C'est-à-dire il faut que le produit que vous avez acheté coûte 3 fois plus cher que le coût de la réparation. Ce qui paraît logique, parce qu'effectivement, si racheter un t-shirt coûte moins cher, oui. Et c'est le problème de produits comme Chine, qui... sont majoritairement en polyester, donc de piètre qualité, qui de toute façon étaient mal cousus. Donc, en fait, on n'a pas forcément envie de les garder. Et après, l'image de Chine, en plus, est déplorable, et on a pu le voir aussi au sein du BHV. Et donc, tout ça fait que ces produits ne se réparent pas. Et on le voit très bien dans tous les bacs de seconde main. Un produit sur 3 Chine Temu qui est récupéré a encore son étiquette. Donc, il n'a même pas été porté. Et donc, de ce fait, c'est sur la réparabilité, donc le refabriquer en France, qu'on doit en effet travailler, en plus du Made in France. Totalement. Alors j'en reviens pour conclure sur évidemment l'institution de BHV. On a vu que de nombreuses marques étaient parties du BHV pour protester justement contre la venue de Chine. Est-ce qu'il est possible qu'elles reviennent ? Est-ce que c'est toujours rentable ? Parce que là, tout le monde se félicite, mais le BHV, je le disais en préambule, n'allait déjà pas bien avant l'arrivée de Chine. En tout cas, c'était l'un des arguments que M. Merlin mettait en avant.
Vous avez l'air de dire que c'est un argument qui ne tenait pas. Et dans quel état il était le BHV avant? Alors c'est dans quel état il a mis toutes les marques, parce qu'au compteur, il doit au moins 20 millions encore aux différentes marques. Alors je ne compte pas tous les procès en fait qui ont lieu en ce moment. Mais au total, on peut en grande ligne se dire il y a au moins encore 20 millions qui est dû aux marques, donc il n'y a pas une marque qui reviendra tant que cet argent n'a pas été remboursé. D'accord. Et vu l'état du BHV maintenant à Paris et dans toutes les régions, je ne vois pas comment l'équipe actuelle pourrait rembourser. Donc il n'y a pas une marque, à mon avis, qui va revenir ces prochains mois. C'est pas une note très joyeuse. C'est l'état honteux dans lequel a mis Frédéric Merlin et toute son équipe le BHV. C'est-à-dire ils ont spolié tout le monde, ils ont arnaqué à la fois les marques, mais ça va jusqu'aux prestataires des toilettes qui ne venaient plus parce qu'ils n'étaient plus payés. Il a tué littéralement. Donc cet homme est un fossoyeur, à la fois de la mode française qu'il a essayé de tirer vers le bas avec Shein, mais tout court, de tous les établissements qu'il a pu récupérer depuis des mois. Je vous laisse le mot de la fin. Quelle solution? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'espoir pour le BHV ou tout est foutu? Non, tout n'est pas foutu. Le BHV, comme je vous le disais, 170 ans d'histoire, on a vu d'autres. Il va falloir un plan solide avec des actionnaires, des investisseurs très très solides et un plan très clair parce que derrière, il va aussi falloir convaincre les institutions comme aussi la mairie de Paris pour faire évoluer ce lieu qui, rappelons-le, est un lieu quand même magique. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. On passe tout de suite à la partie culture. À l'occasion du bicentenaire de la photographie, la Maison européenne de la photographie propose une exposition singulière, la photographie en toutes lettres, un parcours conçu comme un abécédaire qui réunit 35 artistes majeurs comme Sophie Calle ou Robert Mapplethorpe. Pour en parler en plateau avec nous, Clotilde Morette, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes co-commissaire de l'exposition et directrice artistique. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de célébrer le bicentenaire de la photographie à travers un abécédaire plutôt qu'une rétrospective historique classique à laquelle on serait plus habitué? Merci de me recevoir pour parler de cette exposition. Alors, bonne question. Alors, l'exposition s'est construite en 2 temps. Tout d'abord, par une discussion avec Caroline Stein, qui est la directrice de la collection Neuflis OBC, qui possède une collection extrêmement diverse et large, construite sur 30 ans. Donc on avait le désir de collaborer autour d'une exposition qui prendrait comme point de départ cette collection. Et puis le bicentenaire de la photographie arrivait donc sur la même période. Et en fait, très rapidement, on a eu le désir de lier ces deux événements ensemble autour d'une exposition. Donc la collection Neuflis OBC, qui n'est pas forcément connue du grand public parce que c'est une exposition qui circule surtout en fait dans les succursales de la banque. Moi, je l'ai découverte il y a un peu plus de 2 ans et j'ai été très surprise par la diversité des photographies. Qu'est-ce qu'on y trouve justement? Qu'est-ce qui vous a surpris, auquel vous ne vous attendiez pas du tout? Là, vous montrez par exemple une photographie de Claude Quin. C'est un excellent exemple. C'est une collection qui est majoritairement contemporaine, comme la collection de la MEP, c'est-à-dire qu'elle commence à partir de la seconde moitié du XXe siècle, mais on trouve des chefs-d'œuvre de l'avant-garde de la photographie. Donc Claude Quin, photographie de 1928, un autoportrait iconique. Donc c'est une collection qui a à la fois un prisme très important pour la jeune création et notamment la jeune scène française, mais aussi pour des photographes extrêmement réputés. Cette photographie de Philippe Lorca-Di-Corcia, qui est un photographe américain conceptuel extrêmement important, donc une photographie des années 2000. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand vous la voyez, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo? Cette photographie, donc, comme vous le disiez, l'exposition, elle est aussi pensée sous la forme d'un abécédaire. Donc, maintenant, elle m'évoque une lettre qui est celle de la lettre V, comme vérité. Elle m'évoque tout un rapport à la photographie autour de ce monde de la photographie comme preuve par l'image. Et puis, le fait qu'une photographie soit toujours un point de vue et donc une médiation entre le réel et notre regard. Donc, c'est une photographie. On choisit ce qu'on voit. Complètement. Et c'est une photographie, par exemple, qui, je trouve, raconte quelque chose sur notre rapport un peu trouble aussi justement à la réalité. Aujourd'hui, vous le savez, on vit dans un monde où l'intelligence artificielle... J'allais y venir, c'était une de mes questions justement. Est-ce que c'est très d'actualité justement cette histoire de la vérité où même l'intelligence artificielle produit des photos qui n'en sont pas en réalité parce qu'elles ne représentent absolument pas la réelle ni un réel mise en scène puisqu'elles ont été entièrement créées
d'un imaginaire. Comment vous, parce que vous n'êtes pas, elle est quand même très avant-gardiste l'exposition, Oui. donc vous n'allez pas contre la marche moderne du monde, si je puis dire, donc pas contre l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous articulez ça? Ça sonne très actuel. Justement, il y avait des sujets qui étaient très intéressants sur cette question aussi de l'intelligence artificielle. Comme vous le disiez, voilà, c'est des images qui ne sont pas créées nulle part, qui aussi naissent de tout ce qu'ils trouvent, enfin, c'est l'algorithme qu'ils trouvent sur Internet, qu'on nourrit en fait constamment, notamment par ces images. Et c'était aussi de raconter 200 ans d'histoire en expliquant aussi, en montrant des problématiques qui, il y a un siècle auparavant, nous questionnaient. Et qui par exemple, nous questionnent. une lettre qui vous... Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? C'est des lettres qui vous parlent C'est comme Comte, particulièrement. par exemple. En fait, dans l'entrée Comte, vous avez 2 photos d'un artiste plasticien, Pierre Joseph. Vous avez une fée d'un côté, un chevalier de l'autre. Et en lien avec cette lettre, dans le texte, vous avez donc une histoire qui est racontée, qui est celle des fées de Cottingley. Les fées de Cottingley, ce sont 2 petites filles en Angleterre, en 1917, qui ont photographié des fées dans leur jardin. Alors, ça prête à sourire, sauf qu'en fait, on n'a su que dans les années 80 comment elles avaient réalisé cette supercherie. Et pendant des décennies et des décennies, les gens se sont interrogés sur la véracité de ces images. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, a publié ces images dans The Strand, qui est un magazine qui lui appartenait, comme une preuve de l'existence des faits. D'accord. Et cette histoire, ça allait loin. Exactement, mais cette histoire qui est très, qui prête à sourire, qui est très mignonne, dit aussi quelque chose de notre rapport à l'image. Qu'est-ce qui fait foi? Qu'est-ce qui est réel? Parfois, notre désir de croire dépasse aussi quelque part ce que l'on voit. Et donc, cette remise en question constante entre l'image, la réalité et notre regard. Il y a quelque chose qui est assez intéressant au-delà de ça, c'est que là, on parle de l'image, de la réalité, mais les mots, parce que j'en reviens à cette histoire d'abécédaire, vous montrez bien que la photographie et les mots sont 2 réalités qui ont un lien extrêmement fort. Oui. Alors, l'un des penseurs, l'une des grandes figures qui a permis de construire cette exposition s'appelle John Berger. Alors, peut-être que les spectateurs le connaissent et peut-être vous également. C'est un écrivain, un artiste britannique qui a écrit un livre qui s'appelait Ways of Seeing en 1972, traduit en français par Voir le voir, et dans lequel il nous encourageait à apprendre à regarder une image comme on apprend à lire. Et de cette idée, en fait, de cet apprentissage de la lecture est née cette exposition, donc qui met en regard à la fois les mots et la photographie. Et il y a une sorte de passage de circulation qui se crée comme une sorte de va-et-vient, mais qui permet aussi d'ouvrir en fait un peu plus notre regard. Et l'exposition s'inspire donc de Way of Seeing de John Berger, vous l'avez dit, le voir précède le mot. Vous avez commencé un peu à l'évoquer, mais j'aimerais qu'on aille plus loin dans le voir précède le mot, parce que c'est quand même assez intéressant, mais assez flou en même temps. Alors, quand vous regardez une image, aujourd'hui, comme vous savez, dans les musées, vous avez toujours un cartel, vous avez toujours un texte. Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont regarder le texte, qui vont lire le texte avant de regarder l'image, et inversement. Vous allez arriver, vous allez regarder l'œuvre que vous avez devant vous, et en fait, vous allez la lire à travers aussi une lecture qui vous est propre. Il y avait un artiste français, François Morlaix, qui disait « On veut avoir une exposition dans un musée comme on va au pique-nique. Dans un pique-nique, vous mangez ce que vous avez apporté avec vous. Et là, c'est la même chose, en fait. Vous avez un prisme, vous avez votre propre regard. Mais donc, il n'y a aucune explication sur les... Si, justement, après, vous allez avoir un texte qui va aussi venir nourrir votre compréhension. Et l'idée, c'était aussi, en fait, d'utiliser l'image un peu comme une excuse pour aller un peu plus loin. Là, vous avez une photographie, par exemple, de Bruno Serralong, qui est un photographe documentaire français, qui est un photographe engagé, qui a une pratique d'activiste. C'est la lettre Y, et la lettre Y, elle est utilisée aussi dans la question de la rencontre des luttes. La convergence des luttes. La convergence des luttes. Et en fait, le texte permet ça aussi, en fait, de venir éclairer une image, mais aussi ouvrir de manière un peu plus large ce qu'est le médium photographique. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez enlevé toute idée de chronologie Oui, dans cette ça c'était très important. Et puis aussi parce que la collection Neuflize est tellement diverse, de par la nationalité, la génération de ces photographes, mais aussi les pratiques, que l'idée était plutôt de plonger dans cette espèce de grand éclectisme, plutôt en fait que de la restreindre à une lecture chronologique. Et puis, beaucoup de commissaires ont déjà utilisé l'abécédaire pour parler aussi de pratique, pour parler de chronologie. Ils l'ont fait extrêmement bien. Là, j'avais plutôt le désir d'emmener aussi les spectateurs vers autre chose. Oui, parce que c'est assez déroutant quand même. Justement, il y a des thèmes sociaux extrêmement variés qui sont abordés. On a l'adolescence, on a la mémoire, on a la publicité, le genre, la vérité, le sexe.
Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment vous avez fait pour construire un fil rouge entre tous ces sujets et toutes ces œuvres, hormis l'abécédaire, justement? Alors, dans l'exposition, il y a aussi des sortes de petits moyens mnémotechniques avec des phrases qui recoupent à chaque fois les mots qu'on retrouve dans l'exposition. L'espace a permis de construire aussi ce parcours, mais l'idée, c'était aussi d'accepter cette complexité et en fait le dynamisme de la photo, qui est en fait un médium qu'on ne peut pas restreindre à quelques notions. Par exemple, quand on évoque la vérité, c'est un sujet qui est tellement large, tellement vaste, que bien sûr, un court texte et quelques œuvres ne vont pas évacuer complètement le sujet, mais c'est aussi de donner envie aux gens qui viendront découvrir cette exposition d'aller plus loin, de voir plus de photographies, de lire peut-être plus d'ouvrages. Et c'est toujours... Et d'interroger, il y a quand même un message assez politique dans le sens s'intéresser à la vie de la cité derrière, parce qu'il y a des œuvres très fortes. Oui. Goldblatt, notamment. Exactement. Ouais. Peut-être qu'on peut expliquer ce que signifie cette œuvre. Alors, David Goldblatt, le message. Oui, vous aviez l'oreille un fragment du visage d'une femme. David Goldblatt, c'est un photographe très important d'Afrique du Sud. C'est un photographe qui a photographié notamment la ville de Johannesburg, qui a témoigné à travers ses photographies de l'apartheid, de la complexité de cette histoire politique et historique de l'Afrique du Sud. Mais c'est quelqu'un qui va chercher à raconter cette complexité sociale, non pas avec un travail frontal, illustratif, mais à travers aussi une approche à chaque fois assez conceptuelle. Là, dans l'exposition, vous avez 3 fragments de corps de 3 personnes, de noires, blanches, d'âges différentes. Et c'est des photographies qu'il a réalisées dans un parc en périphérie de Johannesburg. Et c'est une manière aussi de montrer la fragmentation de la société d'Afrique du Sud. Donc, à travers un geste qui paraît extrêmement simple, finalement, on a quelque chose d'extrêmement fort qui est raconté, sans nécessité d'avoir une légende, voilà, juste avec un regard très visuel. Parce que ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que la photographie est réellement un engagement politique. Et encore une fois, j'utilise le mot politique très largement. En fait, c'est vraiment un moyen de lutte pacifique. Oui, complètement. On le voit aujourd'hui. Mais c'est toujours aussi, c'est une question qui est extrêmement complexe. C'est qu'est-ce que peuvent les images? C'est-à-dire qu'à la fois, on a un besoin, une nécessité. Là, je parle peut-être du photojournalisme aussi, mais c'est-à-dire de voir aussi les guerres, d'avoir des preuves. Il y a la question aussi de la preuve par l'image, mais aussi la photographie, c'est un moyen de comprendre notre monde, le monde dans lequel on vit, et en même temps une défiance qui est normale, qui est liée aussi à ce médium. Donc peut-être au lieu de la défiance, il y a un apprentissage aussi. Alors justement, la preuve par l'image, à l'ère de l'intelligence artificielle, ça peut être quelque chose qui peut être largement remis en question. Complètement. Et justement, cette question du mot, de la légende, elle est essentielle. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Suzanne Sontag en parlait déjà, philosophe et théoricienne notamment de la photo, qui a beaucoup écrit sur la photographie. Et donc l'importance des deux, l'importance aussi d'apprendre à toutes les générations. Je pense pas qu'aux jeunes générations, moi je pense aussi à ma grand-mère par exemple, mais à lire une image, à regarder aussi son contexte et à être aussi critique. Et comment, il y a des artistes, vous le disiez, qui sont extrêmement connus, représentés dans cette exposition. D'autres beaucoup moins. Quel a été votre critère de sélection? Ça aussi, c'était important. C'est-à-dire à la fois de pouvoir montrer des artistes qu'on connaît et qu'on a toujours, je pense à Malik Sidibé, mais un plaisir immense à retrouver. Et puis aussi de valoriser la jeune création contemporaine, puisque c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la MEP. Je pense notamment par rapport au studio, qui est un espace dédié à la création émergente, mais qui est aussi dans l'ADN de la collection Neuflis OBC. Vous aviez montré un paysage noir et blanc. C'était une photographie réalisée par Hélène Tilouz. Hélène Tilouz est une artiste française qui a exposé au studio de la MEP il y a un peu plus d'1 an, qui a été achetée par la collection Neuflis, je crois, il y a près de 2 ans. Donc il y avait aussi des choses qui faisaient sens aussi par rapport à nos 2 collections. Et Hélène Tilouz, c'est très intéressant. Elle a fait tout un travail autour du désert de la Mer Morte, qui est un endroit
très complexe en termes géopolitiques, et elle l'a photographié d'une manière aussi très poétique. Elle s'est rendue sur place, elle l'a arpenté, et puis elle a cristallisé en fait ses photographies avec du sel ramené à la mer morte, pour dire aussi comment cet espace est en train de mourir, puisque la mer morte n'est pas morte encore, mais en prise avec des gros problèmes écologiques, et notamment liés aux infrastructures qui l'abordent. Là encore, donc un message très politique. Oui. Et bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette exposition Merci à vous. à découvrir très rapidement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci On passe à vous tout de suite également. à la partie histoire. De l'histoire à présent, Luc-Antoine Lenoir, vous nous emmenez le 20 juin 1894, très loin de l'île de France à Hong Kong, où un jeune médecin isole le bacille de la peste. Il s'appelle Alexandre Yersin. Quel lien avec notre capitale et notre région? Parce que là, ça semble très très loin. Exactement, parce que cette découverte, en fait, qui est faite dans une ville d'Asie, Hong Kong, qui est ravagée par l'épidémie de la peste, est une des plus belles histoires de l'Institut Pasteur, qui est lui bien de chez nous, et c'est grâce à Paris et à ce qui a été fait à l'Institut Pasteur que ce chercheur va faire cette découverte. Donc Yersin, à l'époque, travaille en Indochine, en Asie. Il a été formé à Paris auprès d'Émile Roux, qui est lui-même un des plus proches collaborateurs de Pasteur, la rue du docteur Roux. À Hong Kong, il arrive presque seul, il n'a presque pas de matériel, et il va se lancer, donc comme Pasteur leur a enseigné, c'est-à-dire en chercheur individuel, presque aventurier, etc. Il est allé précisément à Hong Kong parce qu'il sait que la peste fait rage là-bas. Donc il installe un laboratoire, il obtient au péril de sa vie des prélèvements sur des malades, et il isole le petit bacille inconnu à l'époque, à qui on va donner son nom, donc Yersinia pestis, le bacille de la peste. Et à ce moment-là, les plus gros fléaux de l'histoire mondiale des hommes, pour la première fois, est identifié avec précision et va être très rapidement ensuite soigné. On va peut-être revenir sur ce qu'était la peste à l'époque, parce que nous, ça nous paraît très loin, très glauque, et tant mieux d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'était la peste? Bien sûr, c'était un danger très concret. En fait, la peste dans l'imaginaire européen, puisque après, les premières conditions sanitaires ont fait que ça s'est éloigné un peu de notre continent, mais à la fin du XVIIIe, ça restait un très grand problème. On a les souvenirs un peu plutôt médiévaux, etc., mais à la fin du 19e, la peste, elle circule beaucoup en Asie. On avait peur qu'à cette époque, elle gagne l'Inde, puis l'Afrique. Et puis, c'est aussi une époque où on circule beaucoup plus, où il y a beaucoup plus d'échanges en bateau, donc elle revienne et qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Et donc, la découverte de Yersin n'a pas tout réglé tout de suite, mais elle a changé la nature du combat contre la peste. C'était une bactérie qu'on pouvait étudier, qu'on pouvait comprendre et sur laquelle, en gros, on a pu très vite faire un traitement. Et donc, les équipes de Pasteur vont très vite élaborer ce qu'on appelle un sérum antipesteux et régler en fait son sort à la maladie. Et heureusement, on les en remercie. Mais est-ce qu'on peut revenir à l'Institut Pasteur, justement, à Paris? Yersin était membre de cet institut, il était parisien, il en venait ou... Exactement, en fait, c'est une des gloires, en fait, la peste de l'Institut Pasteur. L'autre première gloire de l'Institut Pasteur étant la rage, puisqu'en fait, l'Institut est fondé en 1888, donc 3 ans après la victoire contre la rage de Louis Pasteur. Louis Pasteur est alors une figure nationale, même internationale. Des malades arrivent de toute l'Europe pour recevoir ses injections. Et lui et aussi des scientifiques viennent le voir pour être formés, pour comprendre ce qu'il a fait et comment le répliquer, le dupliquer. Et donc lui décide de faire un grand lieu pour à la fois traiter et puis pour former les autres scientifiques. Donc une souscription est lancée, il y a beaucoup de dons qui affluent. Et en fait, si vous voulez, c'est la naissance d'une nouvelle science un peu beaucoup plus moderne, puisqu'à l'époque, on a, et même au début de la carrière de Louis Pasteur, cette idée du savant un peu dans son salon, chez lui, avec son propre savoir, son propre laboratoire. Et l'idée pour lui, là, c'est de faire une sorte de plaque tournante, de fonctionner de façon très ouverte, et que les scientifiques s'aident entre eux. C'est vraiment une nouvelle approche de la médecine, l'Institut Pasteur. Et donc très vite, l'Institut, l'organisation va avoir ses premiers médecins, ses biologistes partout, et il va essaimer. Donc on va vite avoir des antennes à Saïgon, Tunis, Dakar, Madagascar. Et Yersin est un de ces hommes-là, un type qui est un missionnaire envoyé par Pasteur pour aller découvrir toutes les maladies et essayer de les éradiquer. Donc il était très proche de Pasteur, il a directement été formé par... Ah oui, il était directement formé par les équipes de Pasteur, il l'a connu, c'était un Suisse d'origine qui a été naturalisé français parce qu'il était extrêmement prometteur dans ses recherches. Et donc Paris, qui est déjà une capitale mondiale de la culture, etc., devient un haut lieu de la médecine aussi à cette époque. Exactement. En fait, on se rend compte
avec cette nouvelle victoire après la rage, donc la peste, etc., et ce qui va venir, on va y venir, mais qu'une ville comme Paris, en fait, rayonne absolument sur la médecine mondiale et, comment dire, on peut presque dire qu'elle est bienfaitrice de l'humanité, parce que combien de gens ne sont pas morts de la peste, ne sont pas morts de la rage, etc. Donc, après, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été considérables, et si on doit faire un rapide historique de l'Institut Pasteur, on peut citer la même année que donc, la peste en 1894, Émile Roux, Louis Martin, Auguste Chailloux qui mettent au point un traitement contre la diphtérie, là aussi par un sérum. Quelques années plus tard... c'est toutes les autres grandes découvertes. Les autres grandes découvertes. Quelques années plus tard, Calmette et Guérin, le bacille de Calmette-Guérin, le BCG, contre la tuberculose en 1921. Dans les années 50-60, trois scientifiques, Louhoff, Jacob et Monod, vont fonder un peu la biologie moléculaire moderne en montrant que les gènes commandent la vie des cellules, et c'est une forme de révolution de la recherche. Ils vont avoir le prix Nobel de médecine en 65 pour ça. Et puis la dernière très grande découverte, ça a été bien sûr la découverte du virus du sida dans les années 80. En fait, à partir des années 80, on ne savait pas quelle était cette maladie, comment elle se provoquait, etc. Et c'est à l'Institut Pasteur que les équipes de Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman identifient le rétrovirus. Là encore, on n'a pas trouvé tout de suite le vaccin et la fin, mais on a commencé à comprendre cette maladie là-bas à l'Institut Pasteur. Donc ce qui est assez nouveau, c'est qu'en fait on met plein de gens très sachants, je dirais, ensemble, des spécialistes tous ensemble. C'est une espèce de science altruiste, et c'est cet esprit-là que voulait insuffler Pasteur en créant Exactement. En créant ça. En fait, si vous voulez, ce modèle-là est une forme c'est un modèle ouvert, pas associatif ni caritatif, mais c'est des entreprises, il y a beaucoup de dons, de mécénat, mais c'est un autre modèle que le modèle des laboratoires pharmaceutiques. Alors maintenant, il y a une sorte de deux étages, c'est-à-dire qu'on étudie à Pasteur, on essaye de comprendre le vivant et on forme des scientifiques. Et puis, en ce qui concerne les vaccins et les solutions techniques, bon, l'Occident a plutôt pris la voie de faire des appels d'offres avec des sociétés privées. Mais l'esprit de l'Institut est resté celui que voulait Pasteur. D'ailleurs, l'Institut voue un culte à son fondateur. Là, le musée actuellement est en travaux, mais on voit son appartement, son laboratoire, etc. Et il ne faut pas oublier que Pasteur est enterré à l'Institut Pasteur, qu'on peut aller se recueillir sur sa tombe, qui est une très belle tombe de mosaïque néo-byzantine, qui est un très bel endroit. Et le plus important, c'est qu'autour de ça, la recherche continue. Les salles ont changé, tout s'est modernisé, mais la maison est effectivement restée fidèle à ce principe de partir des problèmes qui touchent la biologie humaine et essayer de les résoudre. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme fruit ? Vous avez l'air de dire qu'on a toujours gardé cet esprit-là encore aujourd'hui face à la concurrence de grands laboratoires pharmaceutiques et tout. Donc ça reste un institut, par exemple, qui vit uniquement de dons. Comment ça se passe ? Non, c'est affilié à plusieurs organismes scientifiques, au ministère, etc., à d'autres fondations qui donnent. Ce sont quand même des salariés, des gens, des scientifiques de renom international. Donc c'est pas du tout une asso qui fonctionne comme ça. C'est vraiment une mécanique extrêmement bien huilée. Ça reste un institut extrêmement puissant. En fait, ces activités, c'est un centre de recherche sur toutes les maladies infectieuses. Quand vous partez dans une zone un petit peu tropicale, etc., souvent on va là-bas, en tant qu'individu, faire un vaccin contre la fièvre jaune, etc., des maladies. Il y a des maladies rares qui sont aussi traitées et expérimentées là-bas, enfin expérimentées pour mieux les comprendre. Et puis, ils s'adaptent maintenant, en fait, le Covid nous l'a montré, c'est-à-dire qu'il y a des virus émergents, des résistances aux antibiotiques, il y a les maladies qui sont transmises par les moustiques, par les animaux, etc. Et donc, l'Institut Pasteur a autant de travail qu'à l'époque de la peste, sinon plus, et donc son activité continue de croître. D'accord, donc ça ne s'arrête pas, il y a encore des belles heures devant lui. Ouais. Et j'en reviens au personnage qui nous intéressait au début de cette chronique. Et Yersin, qu'est-ce qu'il est devenu ? En fait, Yersin, il a continué sur le modèle toujours de missionnaire scientifique. Il est retourné en Indochine après ce voyage à Hong Kong et puis cette un peu gloire scientifique d'avoir été le premier à isoler la peste. Il a fondé dans une petite ville de pêcheurs, Nha Trang, un institut de recherche. Il a développé pas mal les conditions sanitaires là-bas, l'agriculture, il a fait de l'exploitation d'EVA, etc. C'est aujourd'hui une figure, mais quasiment sainte au Vietnam, qui est considéré comme vraiment un bienfaiteur parce qu'il a soigné énormément, il a fait énormément de prévention. Et il y a sur la plage de Nha Trang, qui est devenue une énorme station balnéaire, toujours l'Institut Pasteur au Vietnam, qui est un des 32 centres à l'international, les antennes internationales de l'Institut Pasteur, qui est toujours dirigé depuis Paris.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et je vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne du Figaro TV.